Le colonel Seizerbo repose désormais en paix sur la terre de Tougan qu'il a vu naître. Un dernier hommage a été rendu à l'ancien président de Burkina Faso. Dans notre série consacrée à la nouvelle cartographie de la ville de Ouagadougou, nous irons à la découverte du 6e arrondissement. Comment l'équipe s'organise-t-elle pour relever les défis de développement? Nous verrons tout cela dans ce journal. Nous ferons un tour dans le Grand Ouest pour vous faire découvrir ou redécouvrir cette zone culturelle et touristique du Burkina Faso. Un avant-goût du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou qui se prépare pour la semaine prochaine. Ce sont donc les titres du grand journal de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Le 3e président du Burkina Faso, le colonel Seizerbo, a été conduit dans sa dernière demeure ce matin à Tougan, sa ville natale. C'est une foule nombreuse de parents, amis, connaissances et de personnalités de l'État avec en tête le chef du gouvernement qui a rendu un dernier hommage au colonel Seizerbo. Les temps forts de cette cérémonie d'inhumation avec Nyarki Teda. Secteur 5 de Tougan, couramment appelé Samouoti, ou quartier des Samo. C'est ici dans la cour familiale que repose désormais l'ex-président, le colonel Seizerbo, décédé le 19 septembre dernier à Ouagadougou. Conduit à sa dernière demeure par une forte foule, c'est un homme qui met tout le monde d'accord sur les actes posés durant son parcours terrestre, à en croire les témoignages qui fuient de partout. Et l'oraison funèbre prononcée par son homologue ex-président, le commandant Jean-Baptiste Ouedraogo, en dit long. C'est cet exemple d'humilité, cet exemple de don de soi, cet exemple du service accompli, c'est ce que je retiens du président Seizerbo. Et c'est beaucoup. Des propos qui ont été soutenus par l'association Sourou Nafa et celle des ressortissants du Sourou à Ouagadougou qui ont magnifié les qualités du colonel Seizerbo, faites d'amour du prochain, de pardon, de conseil et de sagesse, le tout guidé par un esprit fédérateur et rassembleur. Quoi alors de plus normal qu'un hommage mérité lui soit rendu à la hauteur de ses qualités selon le chef du gouvernement qui était à la tête des personnalités présentes à Tougan ce dimanche. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président Blaise Compaoré et à son nom, tout le nom du peuple burkinabé, réitérer tous nos hommages les plus appuyés. Saluer la mémoire de ce grand homme dont tout le Burkina Faso pleure aujourd'hui, qui a consacré une très bonne partie de sa vie au service de la nation burkinabé à travers l'armée et en assumant les plus hautes fonctions de ce pays. Le colonel Seizerbo, bien après ses fonctions, il a traversé des moments difficiles, mais il a su après se mettre au service de son peuple à travers ses activités spirituelles et caritatives. Ils étaient nombreux les parents, amis et connaissances, ainsi que les frères d'armes à aller lui rendre un dernier hommage. Une reconnaissance en l'honneur du président du Faso, qui a été un jeune au colonel Seizerbo, et aussi avec tout le respect que cet homme avait pour moi, toutes les fois qu'il y avait des cérémonies, il avait beaucoup de sentiments pour moi, beaucoup de respect pour moi. Il me donnait des conseils. C'est un homme qui a beaucoup fait pour son pays et un homme qui a joué un rôle pas le moindre, non seulement au niveau du Burkina, mais également à l'extérieur du Burkina. Et moi, ce qui m'a vraiment plu dans cet homme, c'est le fait qu'il ait aidé à consolider, à bâtir la paix pour son pays. Dans la famille, c'est un sentiment de profonde tristesse, mais avec toujours à l'esprit les bons moments passés avec lui. Il était plus qu'un grand-père, il jouait le rôle carrément d'un père. C'était une référence, c'était un modèle pour nous à suivre. Et je crois que toujours dans nos mémoires, nous savons que nous avons un modèle à suivre, nous avons une référence, nous le garderons toujours dans nos esprits. Et il est vraiment un exemple de bonne conduite pour nous. Nous rendons grâce à Dieu qu'il ait permis que notre Père se couche dans la paix du Seigneur. Nous avons la douleur de perdre un parent très proche, mais nous devons reconnaître que tout le témoignage fait autour de sa personne nous réconforte.
Pétri de convictions religieuses, la messe de ce dimanche à l'église de l'Alliance chrétienne de Tougan a été dite en sa mémoire par d'éminents pasteurs pour que repose en paix le colonel Seyi Zerbo. La nouvelle de la disparition de l'ancien président a plongé sa ville natale dans une profonde tristesse. Mais au-delà, c'est toute la région de la boucle du Moun qui est meurtrie par ce décès. Un choc qui visiblement n'a pas encore été digéré depuis le 19 septembre, date à laquelle la triste nouvelle a été annoncée par les médias. Nyarkiteda. Tougan, ville natale de l'ex-président le colonel Seyi Zerbo. Une ville qui s'est réveillée choquée le 19 septembre avec l'annonce du décès d'un homme qualifié de baobab dans la capitale du Sourou. Dès qu'on a entendu, c'est vraiment, tout le monde est tombé. On a perdu un homme, un Burkinabé failant. Franchement, tout Tougan, tout provient de Sourou, carrément en deux. Vraiment, on vient de perdre un arbre, un baobab de la ville. Celui qui nous protégeait de toutes choses, de tout danger, mais je peux le dire. D'abord une surprise totale, puisque quand on nous a convoqués à Ouaga pour la journée du tirailleur africain, il était présent ce jour-là, à la place de la Nation. Alors, il n'y a pas longtemps, c'est juste à côté, et on nous annonce à la télé, à la radio qu'il est décédé. Vraiment, ça ne venait pas du tout. C'était vraiment un choc pour tous les anciens militaires, pour tous les anciens combattants, pour toutes les veuves et les orphelins de cette ville-là. Ayant toujours supporté tous les combats citoyens des jeunes voués au développement provincial, c'est une jeunesse qui dit être désormais orpheline à compter du 19 septembre 2013. J'étais découragé, je me disais qu'après, qu'est-ce que Tougan aura quelqu'un d'un grand homme comme ça, comme ces herbes, vraiment, j'étais découragé totalement, carrément. Tougan en pleurs, les femmes sont entre tristesse, désolation et consternation, car pour elles, le pays sans vient de perdre un sage. On était vraiment découragés. On ne s'attendait pas à ça. Je n'ai même pas appris qu'il était malade. C'est en venant d'un voyage comme ça qu'un monsieur nous a dit que le président est décédé aujourd'hui. Je dis quoi? Il était malade. Ils disent oui, que le corps arrive même le samedi sur Tougan. Tout le monde est dépassé. C'est notre dernier espoir même. C'était un vieux qui était bien, sage et il aime tout le monde. S'il vient, il visite tout le monde. Il est vraiment gentil. La communauté religieuse, notamment celle de l'église de l'Alliance chrétienne de Tougan, est profondément choquée et désemparée. C'est avec tristesse et consternation, en tout cas, que nous avons appris cette mauvaise nouvelle. Parce que c'est vrai qu'Amos 4, le verset 12 dit de se préparer toujours à rencontrer son Dieu. Mais il est dit que la mort viendra comme un voleur arrive. On ne sait pas à quel jour, on ne sait pas à quelle heure, on ne sait pas à quelle minute. Donc ça nous a surpris et vraiment c'était la consternation. Dans l'église famille, il faut dire que c'est un grand vide que nous voyons actuellement parce que le papa Zerbo occupait une grande place, en tout cas au sein de l'église de l'Alliance chrétienne, et en tant qu'évangéliste et en tant que conseiller également auprès de ses pairs. Le décès du colonel Seyi Zerbo n'a pas été seulement ressenti à Tougan, mais dans bien d'autres localités environnantes, comme à Latodin dans le Passoré. Là, entre parenthèses à plaisanterie et témoignages, les habitants lui sont reconnaissants pour leur avoir permis de bénéficier de l'érection du village en département pendant son règne au pouvoir entre 1980 et 1982. Et les banderoles confectionnées à l'époque ont été brandies pendant le passage de la dépouille mortelle et revendiquées symboliquement 5 francs pour le respect de la tradition. Nous ne pouvons pas le remercier autant que nous pouvons. Seul Dieu l'accueillera en tant que bon citoyen, parce qu'il a fait son travail. Nous nous inclinons respectueusement sur sa dépouille. À Tougan, l'on est unanime que l'ex-président, le colonel Seyi Zerbo, était fortement rattaché à sa ville natale, en témoignent ses multiples séjours au Bercail. S'il y a un décès seulement, il est là. N'importe qui, s'il y a un décès seulement, il est à Tougan. Il assiste tout avec nous. Je le connais très bien, je le connais. Je suis vraiment regrettable, mais Dieu est libre. Ils viennent au village quand on a besoin, quand les jeunes de Tougan, quand ils ont quelque chose, un problème, ils déléguaient des gens pour aller le voir. Et après, quand la délégation part seulement après, il n'y a pas de problème. Le colonel Seyi Zerbo, qui a fréquenté dans cette école de Tougan, est décédé et l'on retiendra que le Sourou, à travers Tougan, a offert le président.
Le général Aboubakar Sangoulé Lamizana et le colonel Sey Zerbo, tous deux décédés, qu'ils reposent en paix. Voilà, autre point de l'actualité, les différents groupes parlementaires ont choisi l'ouest du Burkina pour leur deuxième journée de réflexion de l'année 2013. Le groupe parlementaire Alternance, Démocratie et Justice a ouvert depuis hier cette deuxième réflexion à Bobo Dioulasso. Le groupe ADJ réaffirme son opposition au Sénat et les députés vont plancher sur les stratégies de lutte contre la mise en place du Sénat avec son corollaire de révision de l'article 37. Sourinoma Ibrahim Gigma. Sur la question de l'opérationnalisation du Sénat, la position du groupe parlementaire ADJ, Alternance, Démocratie et Justice, est connue et reste inchangée. Ce groupe parlementaire est de ceux qu'on appelle les anti-Sénats. Réunis à Bobo Dioulasso pour leur deuxième journée parlementaire de l'année, ces députés veulent ensemble trouver des stratégies de lutte contre la mise en place de la deuxième chambre du Parlement et la révision éventuelle de l'article 37 de la Constitution du Burkina Faso. Le groupe parlementaire entend continuer la lutte avec toutes les forces démocratiques et tous les patriotes pour le retrait pur et simple du Sénat de notre ordonnancement juridique. En tant que représentant du peuple, le travail du député ne doit servir que l'intérêt général et rien que l'intérêt général. Au cours de ces journées, une communication autour du thème sera donnée par Seydou Abdul Karim du Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Le groupe parlementaire ADJ est constitué de 10 députés issus de 6 partis politiques de l'opposition. Depuis sa création au début de la 4e législature en 2007, c'est la première fois que le groupe tient ses journées parlementaires hors de Ouagadougou, la capitale. À ce qu'on dit, c'est le début d'une série de tournées à l'intérieur du pays. Une déclaration dite de Bamfora sur la situation nationale, c'est le communiqué final de la réflexion du groupe parlementaire Convention des forces républicaines. Le groupe CFR a essayé de cerner les mécanismes de mise en œuvre des priorités gouvernementales à travers le budget de l'État. Oumarou Mogmenga, Sylvain Vebamba. Au moyen d'une communication sur le thème « La loi de finances comme instrument de mise en œuvre de l'action gouvernementale », les députés du groupe Convention des forces républicaines sont mieux outillés en la matière. Ce que nous avons retenu, c'est l'importance même de l'élaboration, les choix de priorités et la constitution des recettes et comment utiliser ces recettes-là pour couvrir les dépenses qui sont d'intérêt national. Ce qui nous a beaucoup plus accroché, c'est plutôt les outils de contrôle que nous avons. Parce que pour pouvoir contrôler, il faut connaître la matière que vous contrôlez déjà. Donc cette matière a été très bien exposée par le conférencier, qui du reste est le directeur général du budget, qui connaît donc son sujet. Une déclaration dite de Bamfora a sanctionné les deuxièmes journées parlementaires de ce groupe. Examinant la situation politique nationale, réaffirmons notre soutien à l'œuvre de construction nationale du président Blaise Compaoré. Encourageons et soutenons le président du Faso dans la concertation qu'il a entreprise en vue de trouver un large consensus sur les questions d'intérêt national. Fort de 4 partis politiques, le groupe CFR est déterminé à élargir les bases de ses actions et à marquer davantage la vie politique nationale. Le groupe explore déjà les conditions d'un rapprochement politique de ses membres avant les prochaines consultations électorales. Faut-il continuer à aller en ordre plus ou moins dispersé entre groupes, ou faut-il penser à avoir une unité d'action autour de quelque chose de commun? Nous interpellons les militants, les responsables des partis pour poursuivre cette réflexion. C'est donc bien averti que ces parlementaires reprendront le chemin de l'hémicycle ce vendredi 25 septembre pour l'ouverture de la session budgétaire de l'année 2013.
Retour à Ouagadougou pour la suite de notre série sur le nouveau découpage administratif de la capitale. C'est le 6e arrondissement qui nous intéresse ce dimanche. Il s'agit de l'ancien arrondissement de Boulmiungu, 200 000 habitants avec une superficie d'environ 28 km². Sa nouvelle organisation semble très peu connu des populations. Voyons comment le conseil municipal, qui mesure bien sûr l'ampleur de sa tâche, entend relever les défis de développement dans son arrondissement. Zoom sur l'arrondissement numéro 6 de Ouagadougou avec Adama Koulibaly. Issu essentiellement de l'ancien arrondissement de Boulmiungu, le 6e arrondissement de la commune de Ouagadougou, d'une superficie d'environ 28 km², est situé dans sa partie sud-ouest. Le 6e arrondissement, c'est une partie donc, de l'ex-arrondissement de Boulmiungu. Je vais dire c'est la plus grande partie, il occupe 80% de l'espace. Alors il compte 6 secteurs, donc les secteurs 25, 26, 27, 28 et 29. Et une population d'environ 200 000 habitants. Donc, c'est un arrondissement très peuplé. Et la densité même est supérieure à celle de la commune, puisqu'on a environ 111 habitants par hectare, contre 37 pour la commune. Mais que savent les populations de ce nouveau découpage et surtout l'arrondissement et le secteur où elles habitent? Vraiment, moi, je ne sais pas. Je sais pas. Nous-mêmes, on attendait en vain de connaître les limites. Mais on n'est pas situé par rapport à ça. Bon, ici je sais que c'est le secteur, je ne sais pas, 8, le secteur 8. Nous sommes dans l'arrondissement 8, avec le nouveau découpage. C'est secteur 27 comme ça. Je ne sais pas vraiment c'est quel arrondissement, mais je sais que je suis vers la Padoie, comme je vois le rond-point. Donc je ne connais vraiment pas la différence. Je connais pas la différence entre Sissin et la Padoie. Je ne sais pas vraiment. Ici, on peut situer les limites de l'arrondissement à partir de l'échangeur de l'Ouest vers le camp de l'unité. Nous avons le camp de l'unité là. L'échangeur de l'Ouest est là. Nous avons ici le cimetière de Gunguin et là, la circulaire jusqu'au rond-point de la Padoie ici. Et à partir du rond-point de la Padoie, ça on l'appelle communément, cette voie-là on l'appelle communément la circulaire. Et avec la typonymie, c'est le boulevard des Tansova. À partir de l'échangeur ici, nous avons la partie nord qui fait limite avec l'arrondissement 1 par le boulevard des Tansova jusqu'au rond-point de Padoie. Et direction sud, nous avons l'avenue Pascal Zagré vers Léo. Et on se limite là. Vous voyez, là nous avons les cités Azimo. Et c'est la bande verte qui fait la limite entre l'arrondissement 6 et l'arrondissement 7. Voilà. À l'est donc, de l'arrondissement, nous avons l'arrondissement 12. Autrement dit, Ouaga 2000. Voilà. À Karma, au sud, nous avons l'arrondissement 7 et un peu à l'ouest, l'arrondissement 3. Même s'ils ignorent ou savent approximativement l'arrondissement ou le secteur où ils sont, les habitants du 6e arrondissement vivent des réalités auxquelles ils espèrent que le conseil municipal trouvera des solutions. Ce problème, ils n'ont qu'à régler toujours le même problème. Parcelles des gens, les gens bon, se font les discussions à 2 parcelles à une seule personne. S'ils peuvent réaliser ça, bon, ça suffit. Si ils ont les moyens, on attend à ce qu'ils lotissent. Et comme on est au milieu, en haut c'est loti et nous on est au milieu, le non loti. Voilà, s'ils ont les moyens, ils n'ont qu'à attribuer et chacun va faire ce qu'il peut. Beaucoup de gens se plaignent au niveau des parcelles, quoi. Surtout en particulier ceux qui vivent dans les zones non loties. Bon, beaucoup de gens aussi disent qu'il n'y a pas de caniveau quand il pleut. Bon, l'eau déborde, ça rentre dans leur cou, quoi. Voilà. Donc ça aussi, ce sont des problèmes, quoi. Et puis comme il n'y a pas de voies de ruissellement comme ça, bon, il y a des stockoments des eaux pourries, ça fait qu'il y a encombrement des saletés, il y a les moustiques aussi.
Pour le conseil municipal avec à sa tête le maire, ces questions ne leur sont pas étrangères, en sus d'autres difficultés en termes notamment d'infrastructures socio-éducatives. Étant une zone nouvellement lotie, il y a le problème de la voirie qui se pose énormément. En plus de cela, l'assainissement, c'est un problème crucial. Ensuite, vous avez l'emploi des jeunes, qui est vraiment récurrent, parce que ça se pose à tous les niveaux d'ailleurs. Il y a également le manque ou l'insuffisance d'infrastructures sociales comme la santé et l'éducation. Surtout pour la santé, pour l'arrondissement, il ne compte que 3 CSPS. Et là aussi, c'est des CSPS qui n'ont pas une grande capacité d'offre de services. Et il y a des secteurs même qui en sont dépourvus, ni école, ni infrastructures sanitaires. Et n'oublie pas aussi le problème des lotissements, qui reste récurrent, sur lesquels nous comptons sur les appuis de la commune et du gouvernement pour nous accompagner. Et pour relever ces défis, le 6e arrondissement dispose de potentialités selon M. Ilboudo. Les moyens, non, mais nous avons quand même des atouts pour nous permettre. D'abord, notre conseil municipal. Sur le plan quantitatif, on a 25 conseillers, donc on double même la quantité de certains arrondissements. Et au sein de notre conseil, nous avons des députés, nous avons des chefs coutumiers, nous avons des femmes, beaucoup de femmes très engagées dans le monde social. Il y a des jeunes très dynamiques et des personnes qui connaissent très bien le terrain. Ça, c'est un atout. Ensuite, notre arrondissement regorge d'éminentes sommités. Il y a des opérateurs économiques et qui ont déjà manifesté leur intérêt à nous accompagner dans la réalisation des projets. Et sans oublier la population elle-même qui nous a montré depuis notre installation qu'elle est disponible pour nous accompagner. Pour l'instant, le conseil municipal du 6e arrondissement de Ouagadougou occupe les locaux de l'ancien arrondissement de Boulmiogou. Il devrait rejoindre son nouveau siège situé au secteur 29 dans les prochains mois. Nous reparlons des 7e Jeux de la francophonie de Nice qui ont refermé leurs portes il y a quelques jours. Si le séjour niçois de la délégation burkinabé a été agréable, c'est grâce à des partenaires et amis, notamment la commune de Villeneuve-Loubet. Le ministre des Sports qui a conduit la délégation burkinabé a tenu à manifester sa reconnaissance à ses amis du Burkina Faso avant de rentrer. Yacouba Gamene et Jérôme Tiendrebego ont suivi cette visite pour nous. Des 54 délégations présentes au 7e jeu de la francophonie, celle du Burkina Faso est à Nice, comme chez elle, et pour cause. Le consul du Burkina Faso se trouve sur Villeneuve-Loubet, dans son consulat, c'est un élément important. Et la commune de Villeneuve-Loubet et la paroisse autour de Villeneuve-Loubet est jumelée avec une paroisse du Burkina Faso, Gaoué, et nous avons des relations régulières avec une association de paroissiens très dynamique qui essaye d'apporter une contribution dans le développement du Burkina Faso. Pour énorme service rendu à la forte délégation burkinabé, le ministre des Sports et des Loisirs, le colonel Yacouba Ouedraogo, le consul du Burkina à Nice, M. Marc Ekardi de Saint-Paul, le président des Burkinabés vivant à Nice, M. Nazer Ouedraogo, et les responsables de la délégation se sont rendus à la mairie de Villeneuve-Loubet. Il fallait effectivement que nous passions en tout cas le maire, parce que vous savez qu'avant la compétition, les étalons juniors ont pris leur pied-à-terre ici dans cette ville et ils étaient vraiment très bien accueillis. J'ai vraiment bénéficié des installations de dernière génération et nous ne pouvons pas repartir au Burkina sans venir vraiment remercier le maire pour l'effort qu'il a fourni. Lui et sa population ont fourni en tout cas pour mettre nos étalons à l'aise. Aux côtés du maire de Villeneuve pour recevoir la reconnaissance du peuple burkinabé, M. Lionel Lucas, député des Alpes-Maritimes, et M. Jean-Paul Bulgarides, le directeur des sports. De plus en plus, toutes les disciplines sont très physiques. Donc on est prêt, je suis prêt à aider dans le cadre, en rapport avec le Comité international olympique et la branche solidarité olympique, de vous accompagner, d'accompagner ce pays à justement à la réalisation d'un programme et d'une structure pour la pratique de l'haltérophilie et de la musculation.
L'engagement de la population villeneuvoise en apporte à la consolidation des relations franco-burkinabè. Auparavant, la délégation burkinabé avait fait escale pour un merci spécial au consul honoraire du Burkina Faso à Nice pour sa disponibilité et sa sollicitude. Une visite de courtoisie qui nous est rapportée par Yacouba Gamene et Jérôme Tiendrebego. Bienvenue au Burkina, a lancé Madame Catherine Ekardi de Saint-Paul, épouse du consul du Burkina à Nice. Le ministre des Sports et des Loisirs, le colonel Yacouba Ouedraogo, est porteur d'un message du président du Faso et du peuple burkinabè au consul et à sa famille. C'était vraiment pour nous une certaine reconnaissance à travers en tout cas ce geste-là et le dire merci au nom de tous les sportifs et du peuple burkinabè. Le consul se bat pour l'image positive de notre pays et c'était l'occasion bien sûr pour nous sportifs et à l'occasion de ces 7e Jeux de la francophonie, venez en tout cas le remercier encore une fois au nom du peuple burkinabè, au nom de tous les sportifs. Depuis une décennie, M. Marc Ekardi de Saint-Paul, en sa qualité de consul, joue avec enthousiasme le rôle qui est le sien pour soigner l'image du pays des hommes intègres sur la Côte d'Azur. Je connais le Burkina depuis 24 ans. Je ne suis consul que depuis 10 ans. Mais lorsque nous avons des réunions consulaires avec d'autres homologues, je ne dirai pas le nom des pays, qui se situent un petit peu partout dans le monde, ils ont souvent des problèmes de comportement et sont souvent appelés à la gendarmerie, à la police, pour des choses qui ne sont pas toujours très agréables. Moi j'ai la chance en 10 ans de n'avoir eu que des choses agréables en retour sur le comportement, la gentillesse, la capacité de travail et les compétences des Burkinabés. Donc je ne peux que me louer d'avoir accepté, lorsque le président du Faso me l'a proposé il y a 10 ans, de devenir consul du Burkina. Toute la délégation burkinabè en général et les footballeurs en particulier étaient dans de bonnes mains à Nice. C'est une joie pour moi d'avoir accueilli tous les sportifs, et n'oublions pas les hommes et les femmes de culture du Burkina Faso et du Burkina qui sont venus pour les Jeux de la francophonie. Je dois vous dire toute ma satisfaction d'avoir accueilli d'abord les étalons juniors à Villeneuve-Loubet pour leur entraînement, d'avoir suivi les compétitions. Comme disait Monsieur le ministre hier, l'essentiel c'est non seulement de participer mais également d'apprendre. Je suis sûr que tous les sportifs qui étaient là vont continuer à apprendre pour arriver à un très haut niveau. Je suis extrêmement touchée parce que je vis avec Burkina, je respire Burkina, toute ma journée est consacrée à Burkina Faso. Donc en plus avoir les maillots d'équipe nationale, c'est quelque chose qui me touche énormément au cœur. J'ai promis à vos jeunes protégés de les coacher et je crois que qui s'attendent, j'arrive. Et c'est toute la famille Ekardi de Saint-Paul qui pourra se mettre désormais aux couleurs du Faso, car la délégation burkinabè lui a fait des présents chargés de symboles. Ce drapeau-ci flottera désormais à la place de celui-là au 49 avenue du Loup, Villeneuve-Loubet à Nice. Retour chez nous et nous nous rendons dans la boucle du Moun pour une visite des stations hydrauliques. C'est le ministre en charge de l'eau qui est allé constater le fonctionnement du matériel et prendre la mesure du travail effectué par ses agents à Léry et à Yaran. Une visite qui permet d'avoir une idée sur les futures actions pour une bonne gestion de l'eau. Moussaki Ramatou Zida. Voici l'appareil qui permet aux techniciens du ministère en charge de l'eau de mesurer la vitesse et la profondeur d'un cours d'eau. Nous sommes sur le pont du fleuve Moun, situé à 15 km de Détougou, première étape de la visite des stations de la région. Le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement et sa délégation observent la technique appelée jaugeage. Et à partir de la visite de l'eau, pouvoir donc calculer donc le débit. Parce que c'est le débit qui est très important au niveau des paramètres hydrologiques. Voilà, c'est le débit qui permet effectivement de dimensionner les ouvrages, même le pont sur lequel nous sommes là. Voilà, c'est par rapport à des débits qu'on a pu donner la longueur du pont, la largeur, etc. du pont, tout le dimensionnement du pont. C'est ensuite au tour du pont de Léry, dans la commune de Gasson, à 40 km de la cité de Bankui, d'accueillir la délégation.
Là, au-delà du jaugeage, c'est la réhabilitation des vannes et les travaux préliminaires de construction du barrage qui retiennent l'attention des visiteurs. Ils poursuivent leur chemin jusqu'à Yaron, dans la commune de Lanfiera, à 75 km de Dédougou. Ici, c'est avec une échelle limnimétrique qu'on arrive à lire la hauteur de l'eau. Et pour y arriver, il faut emprunter ces pirogues locales. J'ai pu constater quand même un certain nombre de contraintes. Au niveau de Nunkui, le limnigraphe qui permet de voir la fluctuation du niveau de l'eau sur des graphes, ce limnigraphe-là est en panne et il a besoin d'être réhabilité. Nous avons vu aussi au niveau, c'est vrai, dans le suivi hydrométrique, il y a la lecture à travers les limnigraphes et les limnimètres, mais il y a aussi le jaugeage. Pour ce faire, on a besoin de pirogues appropriées. Nous mettrons les moyens qu'il faut à travers nos partenaires, le MCA et autres, pour vraiment que les objectifs que nous poursuivons au niveau de cette zone de la Boukou du Monde puissent être atteints. La visite a également permis aux responsables en charge de l'eau de comprendre les mécanismes de suivi des ressources en eau et les difficultés que les lecteurs bénévoles rencontrent dans leurs tâches quotidiennes. Des bénévoles à qui le ministre Mamounata Belem a exprimé toute sa reconnaissance pour le travail abattu. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'agriculture durable ou encore l'environnement, voici là quelques domaines d'intervention de l'ONG SOS Sahel International. Le réseau a convié ses membres à une évaluation des activités menées au cours des 2 dernières années à Ouagadougou, au Fousseni Kindo, Ramatou Zida. Parce qu'ils sont soumis au devoir de redevabilité, ces membres du conseil d'administration de l'ONG SOS Sahel International rendent compte de leur gestion pour les 2 dernières années. L'ONG est implantée dans toutes les 13 régions du Burkina à travers plusieurs projets et programmes dans les domaines socio-économiques, notamment la production, le soutien à la production, le social et la gouvernance. Cet espace d'interpellation démocratique a permis de faire le point des activités menées dans un environnement difficile. En 2010, par exemple, l'ONG a mis en œuvre des projets d'un montant de près de 3 milliards de francs CFA. En 2012, les projets exécutés n'ont pu bénéficier d'une enveloppe de près d'1,5 milliard. La faute à la conjoncture internationale. Nous avons un volume de projets très important. Et ces projets répondent quelquefois aux besoins de nos membres, quelquefois ne répondent pas tout à fait, compte tenu du fait que une institution, une ONG comme SOS, elle travaille avec un certain nombre de partenaires. Les partenaires ont leurs objectifs, SOS elle a ses objectifs, et on peut toujours ne pas avoir une coïncidence entre nos objectifs. Mais nous acceptons quand même ces ressources dans la mesure où, d'une manière générale, ça entre ce que nous proposons dans le mandat de SOSL. Dans ce nouveau contexte de la rareté des ressources, l'exigence de la gestion transparente est plus que sollicitée. Et la rencontre de Ouagadougou a réaffirmé sa confiance au conseil d'administration pour relever les défis à venir. Les latrines familiales. Nous avons été les premiers, il y a 5-6 ans, à lancer le cri d'alarme que dans un pays où il n'y a pas encore de latrines, c'est un problème de santé publique. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, que toutes les associations et le gouvernement en fassent un problème majeur. Nous voudrions que le warrantage que nous sommes allés chercher au Niger comme principe de stockage, et heureusement, le ministère de l'Agriculture appuie absolument ce principe pour que là où il y a déjà les boutiques ou les magasins qui ont été initiés au départ, que ça soit vulgarisé à grande échelle. Il est à souhaiter donc que le partenariat entre le gouvernement et la société civile à travers le programme national sur le secteur rural se renforce. Cela va permettre de fédérer les énergies communes dans la gestion des programmes tels que ceux conduits par l'ONG SOS International au Burkina. Le ministre des Ressources animales et halieutiques sur les traces du projet des unités avicoles lancé il y a quelques temps déjà au Sahel a banni une dizaine de hameaux parcourus par Jérémy Tenga Ouedraogo et sa délégation. L'élevage porcine en proie à des difficultés et pour cause un virus encore méconnu. Les éleveurs ont fait part de leurs préoccupations aux responsables du département. Claudine Bikaba nous fait la synthèse de la visite.
effectué par le ministre animal et halieutique. Celui-ci a parcouru près de 10 villages les uns après les autres à la rencontre des éleveurs qui ont bénéficié de l'appui d'un projet du ministère. Il s'agit de celui des unités avicoles. À la fin de cette visite, le ministre semble satisfait des résultats constatés sur le terrain. Je voudrais simplement dire une fois de plus ma satisfaction parce que la région du Sahel est surtout réputée pour le cheptel bovin essentiellement que nous connaissons ou les petits ruminants. Mais nous constatons que la volaille est également un créneau très porteur pour cette région-là. J'ai constaté également, j'allais dire, la déconcentration de l'opération qui a pu toucher des villages extrêmement reculés. Et au regard de la population qui est sortie pour faire la visite avec nous, je peux dire que l'appropriation est une réalité. Mis à part le cas des éleveurs de porc de Dori dont la majorité est déjà décimée par un virus encore inconnu, ces éleveurs se disent heureux de la visite du ministre mais n'ont pas caché de nombreuses attentes de sa part. Moi, je pense d'ici les années prochaines que ça soit une grande volaille plus que comme ça. Ce que je souhaite en tout cas, mais je veux bien travailler aussi au niveau de moi. Après Gorour Kadje, c'est Bani le dernier à voir le passage du ministre qui quitte ces lieux avec de l'espoir et l'envie de faire plus pour le reste de la population. Parlons maintenant de la vente des vivres à prix social qui tient à cœur le gouvernement burkinabé. Après Ouagadougou, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire s'est entretenu avec les élus locaux de SIA sur l'identification des boutiques témoins. Quelques boutiques ont déjà ouvert leurs portes et fonctionnent. Les responsables de l'agriculture ont fait le constat sur place. Sanoua Christine Koulibaly. Ces deux boutiques situées dans les arrondissements 2 et 6 de Bobo-Dioulasso font partie des 3 boutiques témoins fonctionnelles dans la ville de Sia. Ici, à l'arrondissement 6, la vente à prix social de certaines céréales débutée le 13 septembre dernier connaît un engouement certain de l'avis du gérant avec une vente journalière d'environ 3 tonnes. Le maïs est vendu à 12 000 francs le sac de 100 kg et à 6 000 francs le sac de 50 kg. Et le riz local est à 15 000 francs le sac de 50 kg ou à 7 500 francs le sac de 25 kg. Nous saluons cette initiative car la nourriture et la santé sont prioritaires pour l'homme. Quand on a faim, on ne peut rien faire. C'est pourquoi je suis venu prendre un sac de maïs et un sac de riz. Comme je suis à la retraite, ils vont me permettre de boucler les 3 prochains mois. Raison de plus d'accélérer l'ouverture de l'ensemble des 14 boutiques que devrait comporter la ville de Sia. Objet donc du présent face-à-face entre le ministre en charge de la sécurité alimentaire et les élus locaux. Il s'agit d'identifier physiquement ces boutiques, de voir les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de fermeture de ces boutiques. L'objectif final étant de faire en sorte que les populations bénéficiaires puissent trouver ces boutiques et accéder facilement à ces vivres qui sont entreposés. Tout en rassurant le ministre de son engagement, le conseil municipal de Bobo-Dioulasso a salué cette initiative qui sans nul doute permettra à la population de mieux traverser la période de soudure. Période très très difficile où vous voyez les céréales on peut dire en floraison, ça n'a pas encore de données et également donc les paysans n'ont rien sur la, donc c'est vraiment très très intéressant pour nous et pour cela justement nous sommes tous là donc pour accompagner le gouvernement. L'opération vente à prix social de certaines denrées alimentaires entreprise par le gouvernement est prévue pour s'étendre jusqu'au 31 décembre 2013 et les autorités espèrent que la présente campagne agricole sera suffisamment bonne pour une réduction sensible du prix des céréales. Les pesticides et autres herbicides sont conseillés en général en agriculture, mais c'est l'utilisation abusive et non contrôlée de ces produits, surtout ceux qui ne sont pas homologués à des fins agricoles, qui inquiètent. Ces produits utilisés sans précaution sont un danger pour l'homme, le sol et les ressources naturelles. C'est surtout dans le Grand Ouest que le phénomène est observé. Spécialistes et défenseurs de l'environnement tirent la sonnette d'alarme. Ernest Kambiré nous propose un dossier sur la question. Des hectares et des hectares dévastés,
un désastre. Nous sommes à Criblé, un petit village au sud-ouest du Burkina, à la frontière avec le Ghana, en pleine saison agricole. Sur cette terre encore très fertile du pays, une pratique agricole inquiète les agronomes et les environnementalistes. L'utilisation abusive, non contrôlée des herbicides et autres pesticides à des fins agricoles. La technique consiste à quoi? Il traite, parce que l'herbe est déjà développée, il traite, il laisse 3 à 4 jours, il revient, il rentre et il sème. Vous voyez le maïs, on le voit à peine. Vous voyez, c'est l'herbe plutôt qu'on voit, même si elle est séchée, mais on voit le maïs à peine. Alors après, ils vont venir sarcler et ils vont commencer à mettre la fumure minérale, s'ils en ont. Donc, vous voyez, c'est l'exemple comme ça. Et si vous tournez, vous allez voir plusieurs parcelles où on a cette façon de ce genre de traitement d'herbicides qui n'honorent vraiment pas la technique qu'on a conseillée aux producteurs. À la Léraba, en tout cas, le phénomène, les 2 dernières années, c'est d'herbicider les champs et de semer. Je peux dire que le phénomène est très très répandu. Parce que pratiquement, il n'y a pas cette concession qui pratique l'agriculture, vous n'allez pas voir les intéressés utiliser les herbicides. Partout, lors de mes tournées, lors de mes sorties terrain, là où je suis passé, que ce soit au niveau des bas-fonds, que ce soit au niveau des hautes terres, c'est l'utilisation de l'herbicide partout. En lieu et place d'un labour normal comme mode de production, les exploitations agricoles sont ici pulvérisées avec ces produits avant tout semis. Et les raisons, les voici. Le problème de main-d'œuvre se pose. Je suis en retard, donc je suis allé chercher le produit au marché de Batié avec les Ghanéens pour pomper et me rattraper. Autre argument et pas des moindres, la disponibilité de ces herbicides non autorisés sur le marché burkinabé et à des prix défiant toute concurrence. Il y a plusieurs sortes de produits. Il y a d'autres arguments, ça tue les herbes. Il y a d'autres wura. Il y a d'autres synphosates. Donc il y a d'autres gramocates super, tout ça tue les herbes. Mais il y a d'autres, c'est sélectif. On appelle ça herbestra. Donc ça, même si tu as déjà semé et puis c'est poussé, tu peux pomper dedans, ça tue les herbes et puis ça laisse les mines. Il y a des gagnants qui viennent avec, mais la plupart, c'est nous on part là-bas pour acheter. Il y a d'autres qui viennent par fraude, quoi. Mais il y a d'autres qui passent aussi par la douane. Les herbicides, c'est 2500. Et l'engrais, on vend l'engrais en détail, 250 francs le chercher. Les insecticides, on vend à 100 francs, 100 francs. Quand les acheteurs viennent, on les explique comment il faut faire, le dosage, l'utilisation, comment il faut faire avec. Il faut reconnaître que nous sommes entre 2 frontières et que les frontières aussi sont poreuses. Donc nous ne maîtrisons pas tellement l'entrée même des produits. Ce qui fait qu'il y a un problème à ce niveau-là. Surtout les gagnants, ils sont sur nos marchés. Et puis généralement, les produits aussi est relativement moins cher par rapport aux produits que nous nous conseillons. Donc ça fait que les gens s'abattent là-bas. Seul problème, la plupart de ces produits utilisés le sont sans précaution et autres mesures d'hygiène, donc susceptibles d'être dangereux pour la santé, le sol et les ressources naturelles. Les produits là sont dangereux, mais faute de moyens, nous faisons avec. Le soir, moi par exemple, je suis obligé de boire du lait au citron pour me soigner. Sinon c'est difficile. Le traitement de l'herbicide a des conséquences. Ça peut apporter beaucoup de sel, acidifier le sol. Nous avons des sols qui tendent vers la pauvreté. Donc l'herbicide tous azimuts, sans contrôle, peut acidifier le sol. Donc les conséquences même sont énormes. Et là, nous disons, si c'est des grandes superficies qu'on a, et on estime qu'il faut diminuer la main d'œuvre, en ce moment, on prend les conseils qu'il faut, on achète des produits appropriés, on vient, on fait le traitement selon la technique appropriée, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Mais tel que ça fait, ce n'est pas pour apporter un plus, c'est pour nuire. Ce que je vais ajouter, ce n'est pas un mal en soi que l'herbicide soit utilisé pour produire, mais c'est le fait que l'herbicide qui est utilisé ici n'est vraiment pas homologué et il est utilisé partout. Vous voyez, juste à côté, c'est une concession. Il y a plusieurs risques donc que le producteur encourt lorsqu'il va chercher les produits donc directement sur la place du marché. Non seulement les matières actives, il ne les connaît pas, mais aussi le degré de la date de péremption, il ne sait pas quand est-ce que le produit va être périmé. Et donc il a des risques que le produit ne soit pas efficace. Le second risque qu'il peut encourir, c'est en fait
la toxicité pour lui-même. Parce que si ce n'est pas un produit homologué, ça peut être un produit très dangereux. Actuellement, au niveau du Burkina ou du comité sahélien des pesticides, nous avons prohibé tout ce qui est organochloré, c'est-à-dire tous les produits qui contiennent le chlore sont des produits qui sont très rémanents, comme le DDT, qui peut rester 20 ans dans le sol et vous venez trouver toujours, après 20 ans, vous trouvez toujours des traces de cet insecticide-là. Ici, plus qu'ailleurs, les activités agricoles sont sous la menace de ces produits. L'utilisation des herbicides et pesticides non homologués à des fins agricoles touche aujourd'hui l'agriculture burkinabé dans son ensemble. Tout le grand ouest du pays, zone agricole par excellence, est frappé de plein fouet par le fléau. Il s'arrose littéralement du produit. Alors que le produit là est tellement dangereux, la rémanence est là et ça peut jouer à terme sur la santé de l'individu. Il faudra peut-être aussi que nous continuions à former les producteurs dans le sens de l'utilisation des herbicides. Je pense que c'est par là qu'on peut arriver à résoudre un peu cette question, à mon avis, qui est une question épineuse. Le phénomène est loin d'être saisonnier, tant il inquiète. La sensibilisation des producteurs doit alors s'intensifier, les contrôles aux frontières renforcés et les services de douane sont interpellés. Dans tous les cas, notre survie et celle des générations futures en dépendent. Voilà, 10 bougies pour l'Institut supérieur des filières professionnalisantes et une ferme détermination de consolider l'excellence. Nous parlons éducation et formation professionnelle, bien sûr. L'ISP forme dans les hauts bassins des compétences dans différents domaines et comme cadeau d'anniversaire, une nouvelle promotion et un futur siège. Et la fête à Bobo-Dioulasso a connu la présence de nombreuses personnalités. Kwame Bama, Sougrinoma Ibrahim Digma. En septembre 2003, l'Institut supérieur des filières professionnalisantes ISFP ouvrait ses portes ici au secteur 8 de Bobo-Dioulasso avec 42 étudiants. 10 années se sont écoulées, les effectifs ont décuplé, des dizaines de compétences ont été mises sur la place du marché de l'emploi, comme aujourd'hui à ce 10e anniversaire où des impétrants reçoivent leur parchemin. En 10 ans, nous avons consolidé en tout cas d'abord notre notoriété au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso et ses régions. Nous avons également acquis en expérience, notamment en termes d'organisation administrative, en termes d'organisation pédagogique et académique. Dans son rôle de patron de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a fait des exhortations à l'équipe de l'ISFP. Pour les prochaines années, l'Institut peut renforcer sa position dans l'enseignement supérieur privé en apportant de nouvelles filières en vue de promouvoir encore un enseignement de qualité et être très compétitif. Je vous exhorte donc à dynamiser votre réseau de partenariats avec les entreprises pour adapter le contenu de vos modules de formation aux besoins réels du marché de l'emploi. Tout en se félicitant de l'homologation de certains de ces diplômes par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, l'ISFP veut voir plus loin, plus grand dans l'avenir. L'établissement va aménager à son nouveau siège une fois le chantier achevé ici, quartier Belleville, au secteur 29 de Bobo-Dioulasso. L'offre éducative au Burkina Faso s'étoffe d'année en année. Une prolifération d'établissements privés et qui a plusieurs avantages pour les populations, mais aussi pour le système éducatif national. Mais pour ouvrir un établissement d'enseignement, il faut passer par des étapes qui ne sont pas toujours respectées par les fondateurs pour différentes raisons. Evelyne Dabiré s'est intéressée aux conditions qu'il faut remplir pour la création d'un établissement privé. Suivons le dossier qu'elle nous propose. 1572, c'est le nombre d'établissements secondaires officiellement reconnus au Burkina Faso en 2012. 1015 sont des établissements privés et seulement 563 sont du public. De même, pour le supérieur, la comparaison n'est pas à tenir. 66 universités, instituts et grandes écoles privées contre une dizaine du public. Face à face ou côte à côte, ces établissements privés jonchent ainsi certains quartiers de Ouagadougou. Qu'ils soient du niveau du primaire, du secondaire ou du supérieur, ils comblent un besoin social d'éducation.
Mais leur nombre sans cesse croissant pose la question de leur qualité et surtout de leur légalité. Contrairement à ce que les gens pensent, vous avez d'abord plusieurs étapes avant d'arriver à la création. Il y a l'agrément. L'agrément peut se faire avec un terrain nu pour l'instant où j'ai juste les plans en disant je vais créer une école. On te donne l'agrément. Comme ça peut être un bâtiment existant en ville, au moment de l'ouverture, il y a plusieurs visites de chantier qui sont faites par les agents de différents ministères. Le ministère, la mairie va venir, le ministère des Sports va regarder s'il y a à proximité un terrain de sport. Ensuite, le ministère des Infrastructures va venir voir pour s'assurer que le bâtiment ne va pas s'écrouler sur les enfants. Et il y a maintenant le ministère lui-même qui a plusieurs directions qui s'occupent de la question. En plus, des conditions de superficie, d'infrastructure, d'équipement, de ressources humaines sont posées, conditions que tous les fondateurs ne peuvent respecter. Si nous voulons garder les normes à ce niveau-là, peut-être qu'on ne va pas atteindre les objectifs de scolarisation que nous souhaitons. Donc il y a quelques compromis qui sont faits pour permettre qu'il y ait des ouvertures d'écoles. On dit que notre taux de scolarisation avoisine maintenant les 80 et quelques %. Mais au secondaire, on est toujours en dessous de 40%. Et vous savez également que les effectifs dans les classes sont dits pléthoriques. Ce qui veut dire que quelque part, il manque encore beaucoup d'infrastructures pour que, effectivement, on puisse accueillir tous les enfants. Au Burkina, toute personne sans condition de profession aucune peut construire ou gérer un établissement éducatif. Mais obligation lui est faite de s'entourer de compétences pédagogiques nécessaires. Une autorisation provisoire est alors délivrée, puis confirmée ou infirmée après 1 an de fonctionnement. Le respect des cahiers de charges donne certains avantages à l'établissement. Il peut être alors conventionné. La convention d'éducation regroupe ceux qui bénéficient d'un appui, disons, d'exploitation annuelle, qui est une somme forfaitaire de 250 millions. Et donc chaque établissement reçoit, je dirais, entre 200 et 200 000 et peut-être 400 000 francs. Alors il y a la convention d'affectation. Donc ceux qui adhèrent à cette convention d'affectation, évidemment, aussi respectent un certain nombre de critères qui sont édictés par le cahier des charges. Et il y a une commission qui siège également pour faire adhérer les gens à cette convention, qui eux peuvent recevoir des étudiants ou des élèves qui en fait sont affectés par l'État. Un établissement conventionné, c'est comme un label, parce qu'il a prouvé qu'il respecte quand même un minimum au niveau donc, du cahier des charges. Si certains fondateurs jugent ces procédures lourdes et fastidieuses, d'autres par contre y voient une prudence. Mais vu leur nombre, le doute est émis sur la finalité véritable de cette entreprise. Ce que les établissements perçoivent là, ça ne couvre pas totalement les besoins pour faire fonctionner. Monsieur Congo, parent d'élèves, n'a rien contre cette prolifération qui réduit les distances. Il s'inquiète néanmoins de leur emplacement parfois inadéquat, contigu à des débits de boissons, sans des normes sécuritaires minimales comme l'absence de panneaux de signalisation et de clôture. L'éducation burkinabé gagnerait donc à ce que les institutions en charge de l'octroi des permis soient plus regardantes. Le centre de formation professionnelle non formelle de Koutoura, qui fait la fierté des populations aussi bien dans les cascades que dans les hauts bassins, n'a pas échappé au ministre délégué chargé de l'alphabétisation. Amadou Diko Diamdouda a encouragé les acteurs à garder le cap malgré les difficultés. Le ministre a dans la foulée eu des échanges avec les opérateurs privés de l'alphabétisation à Bamfora, Hahadi, Sandamba. Centre de formation professionnelle non formelle de Koutoura, la liaison éducation-production est une réalité. Ici, les apprenants suivent une formation professionnelle dans 2 domaines que sont l'agriculture et la médecine traditionnelle. Une formation aussi bien théorique que pratique qui s'étend sur 2 ans. Une première année, un tronc commun. Une deuxième année où on est spécialisé dans filières choisies. La formation théorique, ça dépend des modules. Ça varie entre 40% et 60%. Mais il y a plus de pratique que de théorie. Sur le terrain, les résultats sont là.
15 hectares de terre emblavés pour plusieurs spéculations allant des céréales aux plantes médicinales en passant par les cultures de rente. Cependant, le centre connaît d'énormes difficultés dont la plus récurrente est l'abandon. Et pour les responsables du centre, les causes réelles d'abandon seraient principalement liées au mariage précoce, à l'orpaillage et aux exodes vers les pays voisins. Face donc à la situation, le ministre délégué chargé de l'alphabétisation préconise la sensibilisation, mais aussi et surtout l'aide à l'installation des apprenants en fin de formation. Avec la volonté des parents d'élèves, avec la volonté des communes, et nous pourrons très certainement venir à bout du problème donc, qui persiste donc, au niveau donc, de Koutoura pour que les apprenants terminent leur cursus scolaire ici. Nous verrons également avec les nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement et dans quelle mesure également les sortants d'ici vont être également pris en compte pour donc les réinstaller. Et parce que c'est ce qui pose surtout problème. Parce que les parents d'élèves certainement ne voient pas un grand intérêt. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'ils laissent partir leurs enfants ailleurs. Et dans cette même lancée, le maintien des apprenants dans le centre de Koutoura passe nécessairement par ces sources d'approvisionnement que sont les centres d'éducation de base non formels et ceux permanents des régions des Cascades et des Hauts-Bassins. Pour ce faire donc, il faut encourager les acteurs de ces centres et c'est dans ce sens que le ministre Diom Dioda Diko a rencontré les opérateurs privés en alphabétisation de la province de la Komoé. Question de les galvaniser davantage pour plus d'abnégation dans ce combat contre l'ignorance au pays des hommes intègres. Toute autre chose à présent, les abonnés de la Caisse nationale de sécurité sociale dans la boucle du Moun en savent un peu plus sur leurs droits et obligations. La CNSS, qui se veut désormais plus proche de ses partenaires sociaux, est allée donc à la rencontre de cette région, à Dédougou. La conférence publique a apporté des réponses à bien de préoccupations. Moussaki Ernest Kambiri. La Caisse nationale de sécurité sociale joue la carte de proximité. Dans la cité de Bankui, responsables de la caisse, assurés ou non assurés, se sont donné une journée de concertation. Faire en sorte que les droits et les obligations des partenaires sociaux soient bien connus, mais surtout expliquer l'importance de l'assurance sociale d'un employé, d'une association ou encore d'un retraité. Mais vous savez, en matière de communication, il faut toujours travailler à informer davantage la population. Et donc c'est pourquoi nous avons entrepris cette campagne de sensibilisation au cours de l'année 2013. La Caisse a deux missions principales. Comme vous l'avez entendu, c'est recouvrir les cotisations et servir des prestations. Donc maintenant, comme vous le savez, les prestations, il y a plusieurs branches. D'abord une branche des prestations familiales, une branche de l'assurance vieillesse, une branche des risques professionnels. À ce sujet, les questions ne manquent pas. Des interrogations qui traduisent la volonté des partenaires d'avoir des informations sur les mesures officielles pour la protection des populations contre les maux sociaux et a priori la reconstitution des carrières des agents. Moi j'ai posé la question des monitrices et la reconstitution de la carrière des monitrices avant la fin de 2013. Bon, jusque-là, aucun dossier n'a été demandé. Voilà pourquoi je voulais savoir si d'ici la fin de 2013, il y aura effectivement la reconstitution de leur carrière pour pouvoir soulager ces dames-là. Nous avons beaucoup de gars qui viennent nous poser des questions. Nous-mêmes, nous étions mal renseignés. Il fallait aller recourir à la caisse, ceci, cela. Mais maintenant, avec ce que nous avons là, et ce qu'on vient de nous donner là, ça nous permet de donner des renseignements. Parce qu'il y a dans le groupe des retraités, il y a beaucoup d'analphabètes. Et beaucoup, comme nous-mêmes, nous ne savons pas tous nos droits. Cette campagne d'information et de sensibilisation de la CNSS va se poursuivre dans les autres régions du Burkina. À l'issue de cette tournée, les responsables de la caisse apporteront des réponses aux préoccupations des populations pour une bonne compréhension des droits et obligations des partenaires sociaux. Il n'est jamais trop tard pour un geste de générosité et de partage. Les dates qui étaient prévues pour le mois de Ramadan chez les réfugiés maliens de Goudébou sont arrivées avec plus d'un mois de retard. Mais qu'à cela ne tienne, le geste de la communauté musulmane du Burkina en collaboration avec la fondation Ben Massaoud a été chaleureusement salué par les bénéficiaires. Béon, Romain, Nébier, Evelyne Dabiri. Ces cartons, au nombre de 2500, contiennent des dates destinées aux réfugiés maliens de Goudébou, localité située à 15 km de Dori. L'œuvre est de la communauté musulmane du Burkina qui entend manifester son soutien à ses frères musulmans.
C'est au nom, comme je l'ai dit, de toute la communauté musulmane au Burkina ici, représentée par les grandes associations. En réalité, c'était prévu pour Ramadan. Non, mais c'est depuis longtemps c'était bloqué au port à Abidjan. Ce n'est que tout dernièrement on vient de recevoir, raison pour laquelle nous ne pouvons pas garder ça à Ouaga. On a tout fait pour vous amener ça le plus rapidement. Ce geste a été bien apprécié par les bénéficiaires. Et remercier infiniment les différentes associations et fondations qui ont eu l'esprit de penser à eux, car c'est des musulmans comme eux et ils considèrent aussi qu'ils sont leurs frères. Ces cartons de date seront peut-être un cadeau de revoir à ces réfugiés maliens qui regagneront certainement bientôt leur terre natale suite au dénouement de la crise qui les a déplacés. C'est le moment de la visite touristique dans le Grand Ouest que nous vous annoncions en titre. Les journalistes culturels ont eu droit à une excursion dans cette zone culturelle et touristique qui abrite les sites majeurs du Burkina Faso. Une sortie offerte par le ministère de la Culture et du Tourisme. Les ruines de l'Europénie, les cascades de Banfora, les pics de Sendou, la guinguette de Bobo Dioulasso, pour ne citer que ceci. Les caravaniers auront de la matière pour la promotion de la destination Burkina Faso à la veille du 10e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. C'est Abdul Rasmane Zongo qui était de la partie pour nous. Les hommes de médias caravaniers de 72 heures ont pu découvrir ou redécouvrir environ 8 sites touristiques et culturels du Burkina Faso. C'est une sorte d'immersion pour, par exemple, un certain nombre qui n'ont jamais vu les grands sites touristiques du Burkina Faso. L'objectif est donc leur permettre de découvrir ces sites, de mieux les connaître, pour que dans le traitement de l'information, ils puissent aussi mieux les présenter à leur auditoire ou à leurs téléspectateurs ou à leurs lecteurs. Il s'agit aussi d'une opération de promotion pour nous au ministère de la Culture et du Tourisme, permettre donc de donner une visibilité à tous ces sites. Ils sont tombés sous le charme des majestueuses ruines de l'Europénie, reconnues mondialement par l'UNESCO en 2009, et dont les premières et dernières occupations humaines datent du 11e et du 19e siècle. En ce qui concerne la fonction, on s'est dit que ce site-là pouvait être en rapport avec le commerce du sel, de l'or, du fer, qui débutait depuis la boucle du Niger par les caravaniers. Et lorsqu'ils tiennent compte des chemins qui ont servi à ce commerce, ils se rendent compte que ça passait par ici. Et ça atteint les pays côtiers en allant vers le Golfe Côte Ghana actuel, qui était très très riche en or. Et aussi on pense que ça pouvait être un lieu où parquaient les esclaves. Mais seulement au moment des recherches, ils n'avaient pas trouvé de menottes ni de chaînes qui prouvent qu'ils avaient effectivement gardé des esclaves dans ce site-là. Et d'autre part, ils pensent aussi à une forteresse. Une forteresse où se protéger contre les animaux sauvages, l'insécurité qui y régnait, ça pouvait être dans le but de se protéger contre les lions qui dévoraient les êtres humains. Que dire de la guerre d'Engue ou trou de guerre de Djebougou? Une colline en apparence anodine, mais transformée à l'intérieur par le génie lobby. Cette grotte occupée aujourd'hui par des chauves-souris a été habitée autrefois par nos ancêtres mathématiciens, architectes, guerriers, entre autres. Oui, la colline a été perforée au sommet avec une précision chirurgicale incroyable afin de bâtir à l'intérieur, suivant des formes géométriques variées, un quartier général militaire compartimenté en 3 portes d'entrée, une issue de secours et 19 pièces d'officiers, de sous-officiers et de sentinelles. Ce qui a permis au lobby de résister à l'ennemi et aux colons. Historiquement, cette grotte-là a été réalisée tout autour des années 1900 par nos élèves grands-parents, mais sous la pression de l'armée coloniale française. Voilà, vous savez que lors de la pénétration, le sud-ouest quand même qui a été une zone très hostile à la pénétration, le colon aussi a voulu s'assurer en ayant une base ici. Donc ils ont obligé nos élèves grands-parents à faire ça pour des objectifs purement militaires. Avec une altitude culminante de 568 mètres, les fascinants pics de Sendou sont aussi chargés d'histoire pour les populations polythéistes sénoufos du Burkina et de l'Afrique de l'Ouest. Géologiquement, on nous dit que l'origine de ce grès remonte du retrait de la mer du Précambrien. Apparemment, il y a environ 600 millions d'années de cela, au moment où toute la région de Sendou, jusqu'au nord du Mali et d'autre part, jusqu'à Bobo Dioulasso, à la falaise de Dafra, tout était sous la mer. Et c'est lorsque cette mer se retirait qu'il y a eu le développement de la sédimentation due à l'érosion. Et par la suite, il y a eu la compaction grâce à la présence du mica, du quartz, un peu de métal et un tout petit peu d'argile, donnant ainsi naissance
à ces falaises. Mais la tradition orale nous dit que ces pics ont été construits au temps du roi Salomon par les génies pour y habiter. Ces pics, à l'image d'une fille éternellement jeune, offrent une sensualité, une attractivité, bref, une beauté, à l'admiration d'un homme solitaire et ici à la contemplation des visiteurs. On est assez surpris de l'ambiance naturelle et c'est surprenant de voir des montagnes ici, quoi. Ah mais c'est superbe, un peu chaud mais... Hein ouais. On n'est pas habitué à nous, hein. Donc il faut quand même en profiter parce que quand on va rentrer, on va avoir froid. Deux formes transcendent la mythologie sénoufo. Le carré évoque l'homme, maître de la terre, et le rond, la femme, symbole des vibrations positives telles la fertilité, la cuisine. Le monde est également vu sous l'angle de la Trinité. Humains, ancêtres et esprits communiquent ensemble. Les journalistes ont pu également surfer sur l'intarissable lac de Tengrila, d'une superficie de moins de 20 hectares. Hippopotames et une vingtaine d'espèces de poissons cohabitent ensemble. Les cascades ou excitantes chutes de Banfoura, à travers une nappe phréatique inusable, enfin presque, alimentent les productions de riz, de canne à sucre, rythment fortement les croyances locales, mais aussi suscitent des activités de musique, de cinéma, de détente et de découverte. Ce qui m'a vraiment impressionné, il y a les cascades de Banfoura, les chutes d'eau, c'était vraiment merveilleux. J'ai pu découvrir cela, c'était vraiment impressionnant. Il y a également les ruines de l'Oropénie, c'est vraiment fabuleux. Et tout ce que je peux dire, c'est une richesse inestimable que nous avons chez nous au Burkina. La célèbre guinguette de Bobo-Dioulasso est une vaste forêt classée depuis les années 50 et aurait été le point de pique-nique des colons. On y découvre un règne animal et végétal fort diversifié. Bâti en 1990, le musée de Poni contient des vestiges retraçant les croyances et la vie des lobbies. Il comporte une salle de femmes, une salle d'hommes et une salle de culte. Inauguré en mars 2006, le musée Sénoufo est une bibliothèque qui ressuscite matériellement et immatériellement les us et coutumes des Sénoufo. Cette excursion immersion des hommes des médias a également eu son lot de bémols. J'avoue que le Burkina c'est un pays de merveille et c'est vraiment avec le cœur triste que je ressors de cette excursion touristique qui m'a permis en tout cas de comprendre que mon pays est un pays de culture, est un pays de tourisme, notamment de vision. Et malheureusement, je suis un peu triste parce que là je constate que il y a peu d'investissement. À chaque fois que l'occasion m'est permis, en tout cas, d'être sur un site touristique, c'est de la joie qui m'anime. Et en même temps, c'est un pincement au cœur. Un pincement au cœur parce que nous avons de la matière au Burkina Faso. Les Burkinabés n'ont rien à envier aux Maliens, aux Ivoiriens, aux Ghanéens, aux Sénégalais, parce qu'il y a vraiment des richesses touristiques. Mais le problème, ces sites-là ne sont pas valorisés. Le Burkina Faso regorge de la matière touristique et culturelle à revendre, mais reste paradoxalement méconnu, peu entretenu. S'impose alors un travail transversal d'investissement, de conservation, de valorisation et de vulgarisation de toutes ces merveilles humaines et naturelles. Voilà, c'est donc sur ces belles images de Burkina Faso que se referme le grand journal de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Toute l'équipe du 20h se joint à moi pour vous dire merci à vous de nous avoir accueillis chez vous toute cette semaine. Je souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et une très bonne reprise de travail pour demain. À bientôt.